Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au deuxième panel. Je sais que les fraises au chocolat sont délicieuses et que c'est difficile de ramener votre attention vers nos panélistes, mais on va malgré tout vous demander de le faire si, bien sûr, avec votre consentement. Donc, bienvenue sur ce deuxième panel où on va continuer à explorer la question de la régionalisation en vraiment s'intéressant au potentiel de l'immigration comme l'une des solutions aux pénuries de main-d'œuvre en région. Donc, j'ai la chance d'avoir avec moi 4 panélistes qui peuvent vraiment apporter à la fois des regards au niveau de la gouvernance, de l'expérience des immigrants, mais aussi au niveau des politiques publiques et des données. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec la première question qu'on nous a demandé d'explorer. Et en fait, je vais même vous dire un petit secret qu'on ne devait pas vous dire, mais on va vous le dire quand même. Parce qu'on a fait preuve d'entrepreneuriat et de concertation, parce que justement, on est des acteurs qui croyons à la régionalisation et que l'entrepreneuriat et la concertation, ça fait partie des 2 choses qu'on veut faire. On a fait un plan de match secret où on s'est divisé certaines des questions. Donc, certains de nos panélistes vont répondre en priorité à certaines des questions qu'on a posées et on veut s'assurer que vous sachiez que c'est pas par choix éditorial que certaines personnes vont peut-être moins parler par rapport à certains éléments que d'autres. Mais bien sûr, ils ont tous l'instruction de lever la main s'ils souhaitent intervenir face à une question brûlante. Donc, j'espère que ça vous arrangera, vous serez satisfait avec cette façon de faire-là. Et bien sûr, vous pourrez les voir au cocktail après si jamais vous êtes resté sur votre faim. Donc, on va commencer avec la première question. Et cette première question-là, c'est une question qui est, je pense, très difficile. Je dois avouer que quand je l'ai vue, je me suis dit « Wow, je suis contente d'animer le panel et ne pas répondre aux questions. » Donc, la première question, c'est la suivante. Après des mesures de régionalisation de l'immigration mises en place depuis 1992, qu'est-ce qui fait que la distribution régionale de l'immigration n'évolue pas aussi rapidement que les besoins de population des régions? Et notre premier volontaire pour répondre à cette immense question, c'est M. Sarr. Donc, je vous invite, Doudou, à répondre. Merci beaucoup, Mireille. Bonjour tout le monde. Très heureux, en fait, de participer à ce panel lors de cet événement phare en régionalisation de l'immigration. Tu l'as mentionné tantôt, il y a en fait une complexité de la question qui est aussi le reflet de la complexité de la régionalisation de l'immigration qu'il faut analyser en fait sous un angle plus large, dans une perspective aussi plus large, parce qu'en fait, il y a différentes visions au niveau de la régionalisation, différentes aussi réalités en fonction des territoires et selon la perspective dans laquelle on se situe. Est-ce que c'est une grande ville? Est-ce que c'est une petite municipalité? Est-ce que c'est une MRC? Et M. Côté tout à l'heure avait raison, le mur à mur ne peut pas fonctionner en régionalisation. Et je pense qu'il y a plusieurs acteurs autour de la table, de la salle également, qui en sont conscients. Et donc, de façon méthodique également, je vais procéder pour donner en fait un visage ou un portrait de la régionalisation en essayant de dresser un peu justement les perspectives de la régionalisation en termes de données, en termes en fait d'action, en termes en fait de vision, en termes aussi de politique gouvernementale, parce que il y a des plus et il y a des moins aussi en matière de régionalisation, et à la fois comme auteur et comme aussi expert sur la question, ayant écrit en fait des livres, comme aussi une personne immigrante ayant fait aussi le parcours en fait de la régionalisation de l'immigration, je suis quand même en mesure en fait de pouvoir identifier certains éléments qui sont aussi des éléments qui permettent aussi de répondre à cette problématique complexe. Et on dit souvent en fait que l'un des objectifs de la régionalisation de l'immigration de tout temps et de tous les gouvernements successifs est d'accroître la capacité de la collectivité, et j'insiste beaucoup sur le terme la collectivité, à en fait attirer des personnes immigrantes afin de favoriser l'établissement durable de ces personnes en dehors de la région métropolitaine de Montréal. Donc le ministère de l'Immigration a signé des ententes avec des acteurs institutionnels
On parle des MRC, on parle aussi des grandes municipalités, avec les acteurs communautaires également, les organismes à but non lucratif également, qui sont des éléments essentiels également dans la question de l'accompagnement et de l'intégration des personnes immigrantes. Mais on s'est rendu compte également par rapport à cette problématique que si on regarde juste les chiffres, on dit que la régionalisation n'a pas donné les résultats escomptés. Je reviens sur ces éléments et quand on dit les chiffres, et quand on parle de chiffres maintenant, je pense que Mireille, il faudra qu'on fasse attention et je vais prendre mon petit tableau pour ne pas me tromper en fait. Donc, le ministère en fait a pu évoluer au niveau de la régionalisation de l'immigration. Il y a eu quand même beaucoup de programmes qui ont été identifiés. On a parlé de programmes régional d'immigration, programme régional d'intégration, programme de mobilisation de diversité. Et là, maintenant, on parle du programme d'appui aux collectivités. Et les dernières données qui sont issues, en fait, du programme d'appui aux collectivités indiquent que pour l'année, en fait, de janvier 2020, 25,8% des personnes immigrantes étaient admises au Québec de 2009 à 2018. Et elle était 24,8% en 2019 pour les personnes admises au Québec de 2008 à 2017, 22,8% en 2017 pour les personnes admises au Québec de 2006 à 2015, 15% en 2004 pour les personnes admises au Québec de 1998 à 2002. Donc on voit au niveau des chiffres que, par exemple, il y a une légère augmentation, en fait, des personnes établies en région, mais ça reste encore insuffisant. Et là, en même temps, on se pose véritablement la question sur, par exemple, au niveau de ces chiffres. Donc, il y a un débat qui se pose également, parce qu'il y a un déséquilibre aussi entre, en fait, les régions urbaines, les régions ressources et les régions manufacturières. Et à l'intérieur même d'une région, il y a ce qu'on appelle une ruralisation de l'immigration ou de la régionalisation. Ce qui montre aussi la complexité de cette problématique. Et cette complexité des problématiques a amené en fait plusieurs acteurs de l'écosystème à travailler ensemble pour résoudre en fait certaines problématiques. Et je reviendrai tantôt sur les plus, parce que c'est ça aussi l'élément essentiel également de notre intervention, parce que moi, je trouve qu'il y a plus d'avancées positives au niveau de la régionalisation de l'immigration en termes qualitatifs, et je vais vous démontrer cela tantôt. Donc, dans cette perspective, il faut maintenant voir en termes, par exemple, de l'efficacité de recrutement. Le premier panel en a parlé. Est-ce qu'en fait, on va faire le recrutement à l'international parce que plusieurs acteurs régionaux, des entreprises et des organisations de développement économique ont pensé qu'il fallait véritablement aller à l'extérieur de Montréal, du Québec pour aller recruter les personnes immigrantes. Et on dit souvent que peut-être la meilleure façon de les attirer en région, c'est justement d'aller les chercher nous-mêmes. Et donc, on a des organisations de développement économique comme Drummondville, qui s'appuie sur Société de développement économique Drummondville, et aussi Capital National, le Québec International, comme Montréal, qui est aussi dans une autre réalité. Et dans ce cadre également, il se faut se poser en fait des questions. C'est que on a aussi des organismes qui sont financés par le ministère de l'Immigration pour faciliter l'attraction et la rétention des personnes immigrantes ici. Il y a en fait un exemple à succès, je parlerai de ça lors de ma prochaine intervention, mais tout cela en fait pour dire que, selon moi, la meilleure vision, c'est de concilier ces deux stratégies. À la fois la migration primaire et la migration secondaire, tout en sensibilisant les acteurs du milieu sur l'importance d'intégrer les personnes immigrantes, qu'elles viennent justement de l'extérieur ou qu'elles soient aussi à Montréal, parce que c'est ça aussi, en fait, l'inclusion. Et dans ce cadre aussi, il est marqué et puis indiqué également que le fait de travailler en collaboration avec tous les acteurs également de l'écosystème. Parce que pourquoi? On a regardé aussi qu'il y a des chiffres qui sont éloquents. La Fédération des chambres de commerce du Québec en avait mentionné tantôt sur, par exemple, le fait qu'il y a un constat qui s'impose. On a 55% des emplois disponibles en région, et alors qu'il y a 86% des personnes qui s'établissent dans la grande région de Montréal. On peut se poser alors la question, pourquoi justement il n'y a pas de personnes immigrantes qui viennent s'établir en région? C'est une conjugaison de plusieurs facteurs pour répondre à ta question, Mireille. Et je vais partir sur le premier élément. Le premier élément préliminaire, justement, dont je parlais, c'est le fait de mentionner qu'il y avait des disparités régionales. Donc, il y a certaines MRC
qui sont dans une phase de consolidation, d'autres qui sont dans une phase de préparation, d'autres dans une phase également de réflexion, ce qui fait que les réalités ne sont pas les mêmes. Deuxième élément également, c'est le fait que ce qu'on appelle l'utopie, ce que mon ami Denis Hamel appelait l'utopie de la régionalisation en commission parlementaire, lorsqu'il était à la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui fait qu'il y a certaines personnes immigrantes qui quittent justement les régions pour aller à Montréal pour plusieurs raisons. Parce que certaines ont pu vivre une mauvaise expérience, se sont fait passer les mots sur les services, sur la qualité des services, et finalement aussi ça a créé en fait des problématiques où d'autres n'ont pas trouvé un emploi à la hauteur de leurs compétences. Troisième élément, le fait aussi que la vision de la régionalisation ne doit pas être seulement une vision économique, c'est une vision qui s'inscrit dans la vitalité des territoires, c'est une vision qui doit s'inscrire aussi dans l'occupation des territoires. Quatrième élément, on oublie souvent que la ville de Montréal fait extrêmement de choses pour retenir, par exemple, les personnes immigrantes. L'administration Plante a déjà développé au cours des dernières années un plan qu'on appelle Montréal inclusif au travail. Ce plan aussi s'inscrit dans un partenariat avec le ministère de l'Immigration. Et Montréal a fait de telle sorte que de cibler les 6 villes ou 6 arrondissements où il y a 60% des nouveaux arrivants qui sont établis dans ce qu'on appelle les territoires d'intégration prioritaire. La ville de Montréal aussi a reçu un financement historique qui a fait de telle sorte aussi, elle a investi dans la sensibilisation aux employeurs et a développé une stratégie pour éveiller, développer ainsi de suite. Et pour finir sur le point justement, là où en fait les éléments positifs, et parce qu'il y a un déploiement régional qui a donné des résultats. Le déploiement du MIFI, parce que pourquoi en 2018, moi j'ai travaillé en fait au niveau par exemple de la région de la économique et on a vu l'avancée en fait du projet. Le déploiement régional a permis de combler les lacunes qu'on a constatées lors de la disparition des directions régionales, des CRE et aussi également des CLD. Donc il y a eu en fait des tables locales, des tables régionales où en fait il y a eu plus de concertation. Donc financement triennal, financement en fait des ententes également, donc stabilité du personnel et puis en même temps aussi le fait que les tables locales puissent faire des projets. Donc nous on a fait le truc du MIFI, oui, justement avec l'outil promotionnel trilingue, un répertoire de services. On a fait aussi des capsules vidéo pour pouvoir également démontrer en fait l'essentiel de la régionalisation. Merci. Merci. Monsieur. J'ai trop de questions. Je m'excuse, Doudou, de devoir un peu vous arrêter. Mais par contre, vous êtes un excellent ambassadeur. Donc, pendant le cocktail, vous êtes tous invités à aller le voir, d'autant plus que les capsules sont en effet des très beaux outils pour l'éducation, le recrutement et la formation aussi. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Melchior, après tout ça? Je vais amener une vision peut-être plus politique de la chose, hein. Donc, puis faire un retour dans l'histoire un peu. L'immigration a beaucoup évolué dans les régions. Est-ce que les régions ont suivi? C'est la question qu'il faut se poser. À l'époque, moi je suis d'origine italienne, donc il y a des amis de ici, j'ai vu italien, là, c'est ce qu'on a entendu tantôt. Et puis bon, à l'époque, l'immigration, les gens, par exemple, les Suisses venaient beaucoup sur des fermes. En région, je vais prendre Brome-Missisquoi. Les Italiens venaient travailler dans Pointe-Saint-Armand des mines de marbre. Alors, ils travaillaient là, ils venaient ici de façon spécifique. On a eu aussi Granby qui a reçu des Vietnamiens, hein, les Boat People qu'on avait. D'ailleurs, Mme Tsui a parlé beaucoup à ce niveau-là. Ça, c'était le type d'immigration. Après ça, il y a eu les programmes. Les programmes sont arrivés. On a dit, on va apporter des immigrants en région. On a travaillé beaucoup le point de départ et très peu le point d'arrivée. Je pense que c'est ça qu'il faut faire au niveau de la rétention des nouvelles personnes qui arrivent, des nouveaux arrivants. Il faut travailler le point d'arrivée. Souvent, j'ai fait beaucoup de voyages humanitaires dans ma vie et le tissu social, c'était la famille. C'est la famille, que tu sois, je suis allé en Haïti, je suis allé en Amérique latine, Amérique du Sud. Et puis ici, ils arrivent ici, ils n'ont plus le tissu social. On peut leur donner un emploi, il y a des autobus même qui arrivent, les gens. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et le tissu social, c'est les organismes communautaires. Évidemment, à Montréal, il y a beaucoup d'organismes communautaires qui sont financés et il y en a quelques-uns. Les régions plus limitrophes, moi je suis maire de Farnham, on a 46 organismes communautaires, mais on n'a pas 46 organismes communautaires qui ont l'expertise d'accueil des nouveaux arrivants. Puis moi, j'ai toujours dit, pour accueillir, il faut être accueillant.
Ça, c'est la base. Puis être accueillant, c'est avoir les structures. Évidemment, les gens vont dans les grands centres. Pourquoi? Ben, tout le monde le sait, parce qu'il y a des réseaux, il y a d'autres personnes qui proviennent des mêmes endroits aussi. Donc, au niveau de la langue, c'est plus facile. On a beau parler de francisation, on peut pas demander à quelqu'un, ça fait 2 semaines qu'il est là, tu sais. La personne va arriver, elle va être avec ses pairs, puis c'est sécurisant. On a besoin de ce noyau-là de sécurité. Donc, en région, il faut travailler, il faut injecter des sous. Je sais qu'ils s'en injectent de plus en plus pour les organismes communautaires et les municipalités aussi, parce que c'est l'affaire de tout le monde. Et puis, c'est pas une dépense, c'est un investissement. On comprend que, dans un point de vue rentabilité, de dire on va investir pour 3 organismes qui vont gérer 7 personnes, là, je dis des chiffres, mais on peut pas parler de rentabilité. On peut pas parler de rentabilité à ce moment-là, on parle d'accueil. C'est la seule façon, si on enlève la notion de rentabilité puis de dire qu'il faut que ça soit rentable de recevoir, c'est pas du tout ça. C'est la même chose. Quand on reçoit quelqu'un chez nous, on pense pas rentabilité, on pense avoir du plaisir, puis on pense mais c'est un peu ça la réalité. Alors faut travailler dans une question d'ensemble. On parlait, je discutais avec des gens au niveau aussi des entreprises. Vous en avez parlé aussi tout à l'heure. Ben c'est l'histoire de tout le monde. Le fameux l'adage africain qui dit ça prend tout un village pour. Mais c'est ça la réalité. Alors faut équiper les régions à ce niveau-là de structure. Évidemment, les coûts sont c'est plus onéreux de le faire. Mais tant qu'on fera pas ça, depuis 1992, on le voit. Donc, je vais terminer en disant, travaillons, le point de départ, il est bien travaillé. Là, les gens, quand ils arrivent dans les grands centres, travaillons le point d'arrivée et de façon pérenne. Merci beaucoup. Puis c'est une question qui est un peu plus tournée vers le passé et on va aller maintenant clairement dans le présent. Et ce qui occupe beaucoup d'entre nous, ben c'est la question de la pénurie de main-d'œuvre et toutes les tensions qui sont liées à ça, puis les problèmes. Donc, je vais maintenant diriger une deuxième question, tout d'abord vers M. Saint-Pierre. C'est une question simple, mais à la fois très complexe. Donc, dans quel contexte est-ce que l'immigration peut-elle représenter une solution aux pénuries de main-d'œuvre, puis je pense que plus largement aux pénuries de main-d'œuvre dans les régions? Oui, bien, bonjour tout le monde. Bien, merci Mireille. Effectivement, c'est une bonne question. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que oui, c'est une des solutions. Ce n'est pas la seule solution, c'est une des solutions au phénomène de pénurie de main-d'œuvre. Puis on a juste à rappeler quelques données, là. Il y a une dizaine d'années, il y a 13 % de la population québécoise qui était d'origine immigrante. Au moment où on se parle, c'est 18 %. Donc, de facto, sur le marché du travail aussi, la part des emplois occupés par les personnes immigrantes est en croissance aussi, là. Donc, c'est certain que c'est une façon d'y arriver. Ce n'est pas, cela dit, la seule recette. Puis en même temps, il y a un petit paradoxe parce qu'on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. On sait que la population immigrante est de plus en plus importante dans la population totale du Québec, mais en même temps, quand on regarde les statistiques, on sait que les nouveaux arrivants, ceux qui arrivent ici, ceux qui sont ici depuis 5 ans et moins, ont des difficultés. Ils ont des taux d'emploi plus faibles que les natifs, mais aussi que les autres immigrants qui sont arrivés ici depuis plus de 5 ans. Donc, à titre d'exemple, là, mais cela dit, les données sont quand même encourageantes parce qu'il y a 10 ans, la proportion des personnes de 5 ans et moins, qui est arrivée 5 ans et moins ici, était de 54 %, puis on est rendu à 68 %. Donc, il y a vraiment une belle progression, mais ce 68 %-là, il est quand même inférieur à ce qu'on voit chez les natifs. Il est aussi inférieur à ce qu'on voit chez les autres personnes immigrantes. Donc, il y a encore du travail à faire pour intégrer. Puis pourquoi? Souvent, la plupart des études qui ont démontré, c'est que la raison pour laquelle c'est plus difficile pour les personnes qui sont ici récemment arrivées d'intégrer un emploi, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience de travail au Québec. Et l'employeur va souvent exiger ça, une première expérience de travail au Québec, surtout que la plupart du temps, l'employeur va avoir de la difficulté à décoder ou à donner une valeur aux compétences acquises à l'étranger ou au diplôme acquis à l'étranger. Donc, c'est clair que c'est important d'aider les personnes en question de vivre une première expérience de travail au Québec, évidemment en région si possible. Et la question de la régionalisation se pose aussi, évidemment, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent ici, qui originent eux-mêmes de grandes villes à l'étranger. Donc, on parlait de trouver le bon profil de personnes qui vont souhaiter aller s'établir en région. Effectivement, ce ne sont pas toutes les personnes immigrantes qui souhaitent le faire. Certaines d'entre elles, il faut travailler avec ces personnes-là, mais c'est probablement pas l'entièreté d'entre elles. D'ailleurs, quand on regarde les statistiques actuellement, par exemple, les travailleurs étrangers temporaires, 70 % sont dans la région de Montréal. Les étudiants étrangers aussi, une très grande proportion des étudiants étrangers sont dans la région de Montréal. Donc, évidemment, il y a du travail à faire, mais encore faut-il travailler avec les bonnes personnes, puis aussi faire la promotion des régions, évidemment. Puis tantôt, je parlais avec des collègues là, de ce dossier-là, puis on se disait, peut-être qu'aussi le terme régionalisation
peut-être que pour certaines personnes qui arrivent de l'étranger, ça n'a peut-être pas une connotation positive, parce que dans certains pays, dans certaines parties du monde, tu as la ville, puis la région est vue comme quelque chose de rural, est vue comme quelque chose de pas développé, de pas attirant, de pas attrayant. On sait très bien que c'est pas le cas au Québec. Au contraire, c'est pas le cas du tout, mais dans la perception d'une personne immigrante, ça peut être perçu. Fait que peut-être que même dans notre façon de parler, de nommer le dossier, on pourrait parler d'immigration partout au Québec. En tout cas, il y a certainement des enjeux de ce côté-là. Puis je terminerai en disant aussi que, oui, nous, on estime qu'à peu près autour de 20% là, des emplois qui vont être créés dans les prochaines années vont être le fait de futures populations immigrantes. Là. Donc, des gens qui vont arriver sur le territoire, mais ce n'est pas la seule solution. Je vais vous donner un exemple. Là, je termine là-dessus. Au Québec aussi, on a un enjeu du côté des travailleurs expérimentés. Parmi nous, là, les gens qui sont déjà au Québec, les gens sont moins présents, les 60-69 ans au Québec sont moins présents sur le marché du travail qu'ailleurs au Canada ou en Ontario, par exemple. Donc, si on voulait, par exemple, avoir la même proportion des 60-69 ans qui travaillent au Québec que ce qu'on observe au Canada, on aurait à peu près 50 000 personnes de plus en emploi au Québec, ce qui nous aiderait à combler les 250 000 postes vacants que nous avons. Donc oui, l'immigration est certainement une solution à la rareté de main-d'œuvre, mais ce n'est pas la seule solution. Et il y a aussi l'autre élément qui a été abordé, je termine là-dessus, il y a l'autre élément qui a été abordé dans l'autre panel, toute la question aussi des gains de productivité, d'automatisation, de robotisation pour essayer de compenser la rareté de main-d'œuvre. C'est aussi un dossier sur lequel je pense collectivement on doit travailler. Donc, il faut voir plusieurs solutions et non pas une seule solution aux pénuries de main-d'œuvre. Merci beaucoup. Vous avez un public en délire, Monsieur Hamel. À vous. Merci Mireille. Mais d'abord, bonjour à vous tous. Bien content d'être ici, partager le panel. Effectivement, l'immigration est une des solutions. Maintenant, on a sondé récemment plusieurs entreprises membres. On représente quand même au CPQ 70 000 entreprises, donc ça devrait être assez représentatif. On a sondé il y a à peu près un an les entreprises, à savoir, parmi les 10 solutions, la pénurie de main-d'œuvre, Richard a mentionné, rétention des travailleurs expérimentés, personnes en situation de handicap, immigration, Premières Nations, encore augmenter la population active, donc automatisation. On a demandé à nos employeurs quelle était pour eux la priorité. 43% des employeurs ont dit l'immigration. En région, 53%. Donc, oui, c'est une des solutions, mais c'est une des solutions qui est, je dirais, qui est privilégiée. Pourquoi? Parce que les employeurs sont prêts. Les employeurs ont changé. Ils sont de plus en plus prêts à s'ouvrir à l'immigration. Maintenant, à la question, dans quel contexte l'immigration peut être une planche de salut? Je vous dirais, avec les programmes d'immigration, dans leur forme actuelle, je suis obligé de répondre non. On a des programmes d'immigration extrêmement complexes, laborieux, avec des délais qui n'ont pas de maudit bon sens. Alors, il y a un gros ménage à faire dans nos... Et... Là, on va être annulé, là. Ah oui, on avait dit qu'on aurait un panel animé. Oui. Et j'ajouterais même, pour mettre la cerise sur le sundae, même des fois des exigences épouvantables quand on pense français niveau 7, alors qu'à moitié des Québécois de souche, demander ça à un immigrant, c'est exagéré. Donc, réforme en profondeur qui doit être faite de nos programmes d'immigration afin qu'ils soient encore mieux adaptés à la réalité du marché du travail. Et ça, on parlait des délais et tout ça, les employeurs sont obligés de se rabattre sur le programme des travailleurs étrangers temporaires, mais ça, on va parler tantôt. Donc, vous savez qu'on fait affaire avec 2 ministères qui ont souvent pas les mêmes orientations, les mêmes priorités. Tout ça fait en sorte que c'est extrêmement difficile. Le dernier point, pour répondre à la question, ce serait de dire, on a souvent parlé, ça a été dit tantôt dans le premier panel, on parlait de l'intégration par l'emploi. C'est toujours vrai qu'une personne immigrante arrivant ici, que ce soit à Montréal, en région, puis c'est vrai, n'importe où, si elle a un emploi, ça facilite l'intégration. Mais, contrairement à ce qu'on disait avant, ça ne se limite pas à l'emploi. D'abord, très souvent, les services à l'employabilité, le financement s'arrêtait au moment où la personne rentrait en emploi. Il n'y avait plus de soutien après ça. Et que vous savez très bien, vous êtes bien placé pour savoir qu'il doit y avoir du soutien encore dans l'entreprise pour la personne immigrante, pour aussi les collègues de travail,
Je prends l'exemple des travailleurs étrangers temporaires, par exemple. Il y a certains volets du programme où l'employeur doit fournir un logement. Et ça crée de la jalousie, ça. Quand l'étranger arrive, puis l'employeur y offre un logement, et le Québécois déménage une autre région, mais toi, tu te débrouilles pour trouver un logement, ça crée, vous comprendrez, ça crée des disparités à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est très, très important, puis ça sera probablement un des messages qu'on va véhiculer tout le long des 2 jours, cette étroite collaboration entre les intervenants. Les employeurs ont besoin du communautaire, ont besoin des services gouvernementaux. Souvent, les employeurs, on le dit souvent, Richard, les employeurs ne savent même pas que Service Québec a des conseillers aux entreprises. Ils ne savent même pas que le MIFI a régionalisé des services. Et je vous dirais aussi, vous savez, quand on parle des employeurs, vous savez que 85% des employeurs au Québec n'ont même pas 20 employés. La moitié, c'est 5 et moins. Alors, quand vient le temps de faire de l'intégration, du recrutement international, on n'a pas les ressources. On a absolument besoin de travailler en collectivité. Merci beaucoup. Puis je vous entends tous, puis je trouve ça intéressant parce que ça nous dit aussi que tant la régionalisation que la transformation du marché de l'emploi, ça demande des nouvelles façons de penser. Puis l'immigration peut être une des clés, mais elle doit s'insérer dans tout un ensemble de façons de faire et de réformes. Et parce que vous avez un public qui vous adore, M. Hamel, je vous dirige une autre question tout de suite. J'aimerais ça. Vous nous avez parlé de complexité, de problèmes justement au niveau du recrutement, de petites entreprises qui essaient de travailler dans cet espace-là de l'immigration. Mais justement, par rapport à ça, est-ce que vous pensez que l'immigration temporaire peut être une bonne solution pour les besoins en région? Et est-ce que surtout, ça peut être une solution pérenne aussi dans cette optique-là de régionalisation? Bien, écoutez, j'allais dire, il ne faudrait surtout pas baser notre stratégie de croissance sur les travailleurs étrangers temporaires. Parce qu'il y a un sérieux problème avec ce programme-là. Autant les personnes, les employés que les employeurs ont besoin de prévisibilité, de stabilité. Actuellement, vous savez, le programme des travailleurs étrangers temporaires, ces gens arrivent ici. Lorsqu'il est question du volet moins spécialisé, ils peuvent même pas venir avec leur famille. Et dans les spécialisés, ce sont des contrats. Donc, essayez de contracter une hypothèque pour vous acheter une maison quand vous avez un contrat et que vous êtes étranger, c'est impossible. Donc, travailleurs étrangers temporaires et intégration, c'est 2 mots qui marchent pas ensemble. Il faut vraiment, vraiment axer sur l'immigration permanente. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un plus tôt qui disait qu'il fallait que la campagne électorale se termine, mais moi, je pense qu'elle continue sur le... En tout cas... J'ai pas parlé des seuils. Non. Encore. Bon, j'allais dire, il y a certains avantages au programme des travailleurs étrangers temporaires. Comme son nom l'indique, c'est temporaire. Donc, si vous avez un emploi à combler de façon temporaire, ponctuelle, le programme, il est fait pour ça. Peut-être le meilleur exemple, on pense aux travailleurs agricoles, ils viennent pour 5-6 mois, ils repartent dans leur pays. Bon, ça, c'est du travail temporaire. Maintenant, utiliser le programme des travailleurs étrangers temporaires pour combler des postes dont on a besoin, on a quand même 260 000 à combler actuellement au Québec, c'est un choix qui est à l'emploi, qui est pas un choix obligé. Dans le sens, c'est-à-dire c'est un choix obligé dans le sens que les programmes d'immigration sont trop compliqués. Donc, il faut aller vers le temporaire, qui est supposé être rapide. Ça peut prendre 1 an, hein, même quand c'est un PTET. Donc, ça peut être une bonne occasion, à la fois pour une personne immigrante que pour un employeur, de dire, on va le tester. Hein? On peut dire, je vais venir au Québec pendant 1 an, voir si je peux supporter l'hiver, voir si je peux supporter le Canadien qui perd tout le temps, et ainsi de suite. Et après ça, décider de rester en place. Mais c'est vraiment pas l'idéal. Les employeurs préfèrent de loin les employés permanents. Donc, je disais tantôt, on doit rénover le PTET si on va en faire un vrai programme d'immigration, mais si il reste comme ça, on le laisse de même. Et je dirais, dans le temporaire, il ne faut pas oublier les étudiants. Les étudiants, ce sont des travailleurs temporaires. Ils ont le droit de travailler
15 ou 20 heures, là, corrigez-moi. L'été, ils ont le droit de travailler à temps plein. C'est une main-d'œuvre extraordinaire. Et puis, et je salue d'ailleurs l'annonce qui a été faite par votre ministère récemment de permettre aux étudiants étrangers de venir dans les cégeps en région. Ça prend plus de programmes comme ça pour avoir des étudiants étrangers dans les régions. Il y a des chances qui restent. C'est la grande séduction, hein? Monsieur Saint-Pierre voulait juste rebondir sur une chose que vous avez dit, puis ensuite, on va laisser la parole à Monsieur Saut. Oui, je vais peut-être juste regarder un petit peu l'autre côté de la médaille aussi, ce que dit Denis Évray aussi, là. Par contre, il y a aussi des avantages du programme de travail étranger temporaire. L'avantage, c'est que, justement, le travailleur arrive ici pour répondre à un besoin bien particulier, bien précis. Donc, il répond à un besoin du marché du travail. Il faut voir qu'actuellement, la façon dont le système fonctionne, c'est qu'il y a jusqu'à 85% des personnes qui deviennent des immigrants permanents via le programme des travailleurs qualifiés, donc le programme par lequel on sélectionne des gens en immigration permanente en fonction de leurs compétences, de leurs qualifications. Actuellement, c'est autour de 85% d'entre eux qui sont issus des bassins des travailleurs étrangers temporaires et des étudiants étrangers. Donc, c'est la porte, actuellement, là, c'est la porte d'accès à l'immigration permanente. Donc, ces personnes-là viennent ici, développent une expérience de travail au Québec, s'adaptent à la culture québécoise, au milieu de travail québécois, et par la suite obtiennent la résidence permanente et répondent à un besoin puisqu'ils ont travaillé ici, puisqu'ils ont développé. Et dans le cas des étudiants étrangers, ils ont même acquis un diplôme québécois. Donc, il n'y a pas que des désavantages à l'immigration permanente. Il y a le jumelage entre l'immigration permanente et temporaire, et permanente qui est important. Donc, oui, il y a des désavantages. Puis, on aimerait bien au Québec avoir peut-être un programme de travailleurs étrangers temporaires qui répond peut-être mieux à nos besoins, parce qu'on sait que c'est un programme fédéral. Donc, on n'a pas le plein contrôle, mais je pense qu'il ne faut pas le mettre de côté non plus complètement, là. Ça fait partie d'un ensemble d'outils, finalement. Monsieur Saut? Oui, en fait, je rejoins M. Saint-Pierre sur ce dernier point parce que je pense qu'il faut trouver un équilibre entre les deux programmes. Parce qu'évidemment, le seul fait que le MIFI et Service Québec même ait développé plus d'appellations et de métiers au traitement simplifié prouve véritablement qu'on a des difficultés à trouver des travailleurs en fait sur place et qu'en même temps aussi on parlait dans les solutions de mécanisation, mais la mécanisation et la robotisation ce n'est pas en fait pour tous les secteurs. D'ailleurs l'industrie de l'hôtellerie en parle même et disent qu'elle a besoin des personnes sur le plancher, des femmes également, des hommes aussi. Donc ce sont des éléments essentiels également à comprendre. L'autre élément sur lequel je voudrais amener, par exemple, la discussion dans cet équilibre, parce que il faudra regarder aussi au niveau local ce qui se fait. Des actions concertées peuvent donner des résultats. Je reprends également l'exemple d'une initiative que nous avons faite, nous, chez Alonadier économique, où on avait un séjour exploratoire, un salon de l'emploi à Terrebonne et à Joliette, et on a contacté notre partenaire ici, Emploi en région, composé de Promier, Alpa et Collectif, et on avait aussi d'autres acteurs, comme par exemple le ministère de l'Immigration, de la Francisation, Service Québec, il y avait la Chambre de commerce, la MRC, avec le préfet qui est venu accompagner et accueillir également des personnes qui venaient directement des régions. Et dans les 56 personnes qui étaient présentes, comme ma collègue Larissa a mentionné tout à l'heure, il y en a 21 qui ont décidé en fait de venir s'établir dans la région et jusqu'au moment où je parle, il y a des procédures d'établissement parce qu'il y a des personnes qui ont trouvé un emploi et qui attendent que leur épouse ou leur conjoint trouve également un emploi. Donc ça aussi, c'est des résultats concrets et il faudra miser aussi sur cet aspect-là. Merci. Absolument, merci beaucoup. On va passer à une autre question, et c'est une question beaucoup plus facile pour vous, M. Melchior. Donc, la question, c'est, et c'est très simple, soyez prêts. De quelle façon devrait-on adapter les critères de sélection et les mesures d'intégration des personnes immigrantes pour répondre au marché du travail, et en particulier à celui de votre région ou des régions du Québec? C'est très simple, ça. Écoutez, on parle beaucoup du côté utilitaire. Hein? Les gens viennent, il y a des emplois, on compte des emplois. Mais c'est tellement plus que ça. Puis je trouve, puis je le disais tantôt, pour accueillir, il faut être accueillant. Tu sais. Moi, je pense qu'il y a l'aspect moral dans tout ça. Autant nous aussi, on le fait là sur le territoire, recevoir. Il y a l'organisme SERI, là. Je sais pas où ils sont, là, mais bref. Voilà. Et puis, j'ai accueilli les gens comme maire, comme préfet et tout ça, puis c'est merveilleux parce que ça donne un contact humain, puis il y a une compréhension commune de la réalité, compréhension assez, dans un temps donné, là, on s'entend. Alors, dans les critères de sélection, c'est beau d'avoir quelqu'un qui a des habiletés ou qui a un diplôme ou qui a des propensions à tel type de travail, puis qu'on va réussir à aider un entrepreneur, une entreprise et tout ça.
Mais ça, c'est pas la rétention. Ça, on comble un besoin de travail et tout. La rétention va beaucoup plus loin que ça. Donc, dans les critères de sélection, je dirais qu'il en faut autant, puis je parlais tantôt du point d'arrivée, il faut autant travailler ça aussi, le critère de sélection de la région. Quel type de région c'est? Puis je pense vraiment qu'il faut le faire. Après ça, les critères de sélection de la personne qu'on accueille. Cette personne-là, elle vient de quel milieu? Puis, au Québec, on le ferait pareil, c'est la même chose, là. Avec quel questionnement? On parlait de l'hiver tantôt. C'est quand même un point important. J'avais accueilli des gens, moi, durant l'hiver, ils sont repartis au mois d'avril. Puis bon, mais c'est une réalité. Alors, c'est important. Donc, le critère de sélection, ça va autant d'un côté que de l'autre, mais il faut adapter aux régions, il faut adapter à la réalité des régions. Un travail, des aptitudes, tout le monde en a, diplôme ou pas. Mais après ça, ta façon d'être, ta façon de vivre, c'est important de la respecter, puis c'est important aussi de préparer ton monde qui reçoit. Pour moi, c'est le gage de réussite ensuite de ça qui va faire la rétention, parce que les régions, j'entendais Monsieur le Président de l'UMQ parler, c'est vrai que les Gaspésiens, moi, mon père est italien, ma mère est gaspésienne, j'ai le meilleur des deux mondes. Mais les Gaspésiens savent recevoir et tout ça. On sait recevoir au Québec, mais recevoir, c'est une chose. Vivre après ça et continuer, c'est une autre chose. Puis la réussite va être, c'est comme un peu comme un mariage, hein? Donc, la réussite est probante des premières fréquentations. Puis ça, je trouve ça très important de le dire, par respect pour les gens qui viennent ici, d'être cette terre d'accueil-là. Donc, le critère de sélection est beaucoup plus qu'un côté utilitaire. Puis je m'en voudrais de ne penser qu'à ce côté-là, parce qu'on parle... Puis moi, j'aimerais bien, en tout cas, si je vais dans un autre pays pour m'installer, qu'on pense pas juste à mes qualités de politicien, maintenant. mais vous comprenez, c'est important tout ça. Alors voilà, pour moi, c'est mon mot au niveau des critères de sélection. Puis oui. C'est intéressant parce qu'on parlait de ça aussi à notre table pendant l'exercice tout à l'heure, puis on se disait aussi que la temporalité est importante, c'est-à-dire que c'est souvent des processus d'intégration et de transformation des régions, parce que ça nous change nous aussi, ça change les personnes qui arrivent, qui prennent du temps. Et des fois, dans cette discussion-là, autour de critères de sélection ou de réponse à des besoins du marché de l'emploi, ben on est plus dans une vision à court terme, qui est pas mauvaise, mais on perd des fois de ça de vue, puis ça demande beaucoup. Monsieur Saint-Pierre, vous, si je vous demandais posais la même question, adapter les critères de sélection, adapter les politiques d'immigration, vous nous réglez ça comment? Quelle question facile, franchement. Là, comment ça se fait que vous ne le savez pas déjà? Hein? Non? OK. Alors, en fait, il y a déjà des choses qui existent dans les programmes d'immigration. Tantôt, je parlais du programme régulier des travailleurs qualifiés. Il y a déjà des points qui sont accordés aux personnes qui ont une offre d'emploi validée en région, donc pour favoriser l'immigration en région. Donc, il y a déjà des choses qui ont été faites. Mais si je reviens à la question du départ, là, une petite seconde, on se disait comment ça se fait que depuis 30 ans, ça n'a pas évolué. Tu sais, l'aiguille n'a pas beaucoup bougé. Hein? Elle a un petit peu bougé. C'était 88% il y a 30 ans des immigrants qui habitaient dans la région métropolitaine de recensement de Montréal. 30 ans plus tard, c'est plus 88, c'est 86. Donc, ça a un petit peu bougé, mais pas beaucoup. Puis ce 2 points de pourcentage-là, il est rendu où? Il est rendu dans l'RMR de la région de Québec. Pas vraiment ailleurs au Québec. Donc, il y a eu un petit déplacement, mais c'est ça. Donc, il faudrait que dans les programmes, il y ait effectivement peut-être des critères qui favorisent, qui encouragent les gens à aller en région. Donc, c'est un exemple. Mais aussi, on a parlé dans le panel précédent de la question de l'immigration primaire versus l'immigration secondaire. Là. Je pense que l'immigration secondaire, on l'a vécu depuis 30 ans. Oui, mais peut-être qu'il y a quand même des limites. Là. Il y a quand même des limites une fois que les gens se sont installés. Donc, je pense qu'il y a sans doute du travail à faire du côté de l'immigration primaire et beaucoup au niveau de la promotion des régions à l'étranger. Là, il y a sans doute un grand bout de chemin à faire pour que des personnes qui sont à l'étranger, qui décident de venir vivre au Québec, entrevoient la possibilité de vivre ailleurs qu'à Montréal. Alors qu'actuellement, ils le voient moins, la possibilité. Et encore faut-il, comme je disais tout à l'heure, cibler les personnes qui ont l'intérêt et le goût, comme disait monsieur tout à l'heure, de vivre en région, puis de s'établir en région. Et le troisième défi, après, c'est la rétention. Parce que vous avez tous et toutes vécu sans doute des expériences de personnes qui sont allées s'établir en région, grâce à votre aide notamment, et qui, au bout de quelques temps, 1 an, 2 ans, sont revenus dans la région de Montréal par la suite. Donc, il faut tirer des enseignements de ça aussi. C'est pas facile. Si on avait trouvé la solution magique depuis 30 ans, on la mettrait en place. Mais visiblement, elle n'existe pas. Mais oui, les programmes pourraient être ajustés pour mettre davantage d'emphase immigration primaire, selon moi, et
avoir des critères associés au choix de la région. Mais comme on disait ce matin, on ne peut pas la libre circulation des personnes, hein? Donc ça devient une question d'attractivité de chacune des régions aussi. Là. Absolument. À cet égard-là, je me permets, même si c'est pas moi la panéliste, à l'échelle du Canada, il y a des expériences à l'heure actuelle avec des pilotes des programmes pilotes de sélection régionale et même locale, où des municipalités ou des gouvernements régionaux peuvent finalement faire une recommandation, une nomination pour des immigrants et donc sont vraiment impliqués dans le recrutement. Ce qui se fait aussi à l'échelle du Québec, mais ça pourrait bien sûr être une autre façon de commencer à penser à ça. Puis surtout dans le cadre de la mise en œuvre de ces programmes-là, ce qu'on remarque, et quelque chose qui a déjà été souligné dans ce panel-ci, c'est que ça prend aussi une réflexion au niveau sociologique, à savoir qui on sélectionne pour s'installer en région. Donc, des fois, une personne qui a déjà une expérience de ruralité ou qui est... Bien, les régions ne sont pas toutes rurales, attention, mais un milieu rural pourrait aller sélectionner une personne qui a des expériences en ruralité où il y a potentiellement aussi un attrait pour un style de vie qui est peut-être plus possible en région et moins possible en région métropolitaine. Donc, ça, c'est sûr que ça peut être des suggestions. J'ai vu Doudou qui prenait son micro. Oui, parce qu'il y a un élément intéressant, c'est sur le programme de l'expérience québécoise, le PEC, parce que vous avez parlé de critères, et quand on dit adaptation de critères, voici un programme qui avait donné des résultats, mais qu'il a fallu changer pour arrimer également en fonction de la régionalisation, et aussi dans cette volonté, dans cet esprit de régionalisation, qui est une bonne chose également, il y a eu en fait certaines adaptations qu'on devait faire. Parce que quand on a fait le programme PEC, on a dit par exemple, dans certains critères, que tout ce qui est catégorie C et D, donc des emplois en fait parfois manuels ou qui ont un niveau secondaire 5, ces emplois ne seront pas admissibles au programme de l'expérience québécoise. Et on a créé des projets pilotes dans transformation alimentaire, dans intelligence artificielle préposée aux bénéficiaires. Mais dans la création de ces projets pilotes, il y a eu en fait certains manquements parce que on a demandé aussi à certains d'avoir par exemple 24 mois au cours des 36 mois, qui peut être long, le niveau également, 7 également, qui peut être un élément élevé, mais aussi un diplôme d'études secondaires. Sauf que dans l'industrie de la transformation alimentaire, la plupart des personnes qu'on a recrutées n'ont pas en fait un secondaire 5. Et on sait très bien qu'il y a des Québécois qui travaillent dans l'industrie alimentaire et qui n'ont pas un secondaire 5. On ne demande pas de changer le critère de secondaire 5 pour tout le monde, parce que ça, c'est un seuil en fait éliminatoire, mais peut-être dans ces circuits-là, il faudra par exemple l'ajuster pour permettre à ces personnes de pouvoir rester au Québec, parce qu'on en a besoin aussi. Oui, absolument. Oui, peut-être brièvement, je voudrais revenir sur quelques éléments qui ont été avancés. Doudou, tu mentionnais tantôt qu'une majorité d'emplois sont en région. Je pense que quand on fait un bon arrimage entre le critère de sélection et l'emploi disponible, et puis c'est là qu'on va arriver avec une meilleure intégration au marché du travail. Tu parlais du PEC tantôt, vous parliez tous les deux du PEC. C'est un excellent programme, le PEC, parce que il permet, dans le fond, d'utiliser une expérience québécoise pour finalement obtenir ou avoir la possibilité d'avoir la résidence permanente. Il y a 200 000 travailleurs étrangers temporaires actuellement au Québec. On aimerait bien que ces gens-là aient la possibilité d'avoir la résidence permanente. Donc, il faut monter les seuils. Alors, ça, c'est un des éléments. Hélas, le PEC a été changé récemment, pas pour le mieux, mais pour le pire, en excluant les travailleurs de niveau CD, donc moins qualifiés, à la résidence permanente. On a besoin de gens dans tous les secteurs et de tout niveau de qualification, donc pas juste des gens hautement qualifiés, on en a besoin dans tous les secteurs. Donc, et puis au niveau du programme régulier des travailleurs qualifiés, depuis que le gouvernement a abandonné la priorité de l'éducation par rapport à l'offre d'emploi validée, tout ça, on a vu les résultats que Richard a présentés tantôt. Depuis 10 ans, il y a une grande amélioration de l'intégration sur le marché du travail parce que justement, depuis 10 ans, les programmes sont beaucoup plus arrimés aux besoins du marché du travail. Donc, il faut vraiment continuer sur cette lancée-là et permettre à plus de gens d'avoir accès à la résidence permanente. Merci. Oui, je n'ai pour une demi-heure, pas plus. Non, mais seulement spécifier qu'évidemment, on parle de succès au niveau de l'intégration du marché du travail, puis j'en suis fort à l'aise, je crois.
mais je réitère qu'il faut vraiment qu'il y ait une intervention au niveau psychosocial, une intégration au niveau psychologique. Tu sais, quand je parle des organismes d'accueil et tout, puis de pouvoir, de donner beaucoup plus de sous à nos organismes qui en ont toujours plus de besoin. Le succès, là, c'est les deux. Ça ne pourra pas arriver sans la convergence de ces deux choses-là. Juste un point, l'immigration, c'est vrai, est un projet de vie, un choix de vie et un milieu de vie pour une personne immigrante et sa famille qui l'accompagne. Et on ne doit pas seulement avoir une vision utilitariste de l'immigration, il faut penser que ce sont des personnes qui viennent avec un projet de rester, de s'établir, et il faut faire des programmes en fonction de ces aspects-là, parce qu'on n'a pas le droit en fait d'en perdre, parce qu'évidemment, il y en a plus qui nous quittent pour aller en fait dans les provinces anglophones. Donc ça urge véritablement de réfléchir sur ces aspects-là. On est d'accord. Puis à cet égard-là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de recherches qui émergent à l'heure actuelle par rapport à la réforme du PEC, puis qui parlent aussi de l'expérience que ça a été pour plusieurs personnes de voir leur projet d'établissement permanent être remis en question par cette réforme-là. Puis je pense que c'est une question à nous tous qui sommes intéressés à ce projet-là de la régionalisation, c'est-à-dire comment on fait aussi pour se mobiliser, pour éviter des renversements de politique comme ça qui peuvent vraiment être perçus comme une trahison ou comme l'échec d'un projet de vie. Puis ça a vraiment un effet sur un projet de pouvoir s'installer dans une région. Je termine avec une autre question super simple que j'envoie à tous mes panélistes. Donc, un par un, nous avons quand même pas tant de temps que ça, donc je vous demanderai une réponse courte, mais politiquement, ou pas du tout politiquement, mais courte et... dangereux politiquement oui, non, pour une réponse courte. Mais, non, mais en fait, c'est plutôt... c'est plutôt une question post-pandémique qui vous porte à penser au futur. Et cette question-là, je vais commencer par vous la poser à vous, monsieur. À quelles conditions les nouveaux modes d'organisation du travail, je pense par exemple au travail à distance, peuvent-ils contribuer à la régionalisation de l'immigration? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez, vous, dans votre région? Bien, écoutez, pour le travail en tant que tel, si on parle de télétravail, je dirais pas que c'est tant bénéfique. Puis on parle d'immigration ou non, là, les gens on a beaucoup de gens qui vont venir s'installer en région, mais qui vont garder leur vie. Parce que le milieu de travail, c'est aussi un milieu de vie. On parlait d'un milieu de vie, alors où il y a des gens qui vont créer des amitiés et tout. Alors je crois pas, puis je suis pas contre ça. Mais je crois pas que ça fait partie pour moi de l'équation, dans le sens où on va régler, oui, encore une fois, on va régler le côté utilitaire s'il y a des gens qui peuvent venir s'installer, mais ils vont travailler en télétravail souvent d'entreprises qui sont pas sur le territoire. Et ce qu'on veut, c'est nourrir les entreprises du territoire, et puis suite à ça, ben créer une synergie, puis recevoir les gens qui vont faire partie intégrante, qui vont devenir des gens de région, qui vont être en région, puis qui vont faire que la région va s'émanciper et tout. Comme je dis, puis le télétravail, c'est une chose, puis on sait que la pandémie a vraiment... Nous, dans Brome-Missisquoi, on est, je pense, la deuxième MRC au Québec qui a eu la plus haute croissance démographique là, dans les dernières années. Mais il y a beaucoup de gens, c'est ça, qui sont en télétravail. Alors, moi, je pense que dans notre vie, pour tout le monde, qu'importe ce qu'on fait, notre travail est une partie importante de notre vie. Alors, si ton travail est sur les lieux... Puis ça, c'est le côté humain, mais il y a le côté monétaire, puis il y a des entrepreneurs qui diront, ben gars, on vit localement, puis c'est la façon de vivre qui est la plus probante quand on encourage local. Ben encourager local, c'est aussi les entreprises. Donc, les gens viennent participer à l'émancipation locale des régions. Alors voilà, c'est un peu ma réponse à ça. Très rapidement, oui, le travail est un milieu de socialisation qui nous permet même de pouvoir interagir, d'apprendre sur les codes culturels, les façons de faire également, et puis de découvrir aussi la richesse de l'immigration, de l'intégration. J'ai amené très rapidement sur un autre point, c'est qu'au niveau du télétravail, il y a certaines sources de justement de recrutement qui ont commencé à faire l'externalisation des tâches. C'est-à-dire des gens qui sont déjà à l'international et qui commencent à travailler sur certaines problématiques avant de venir également au Québec. Tout le monde ne peut pas le faire, tous les secteurs ne peuvent le faire, mais peut-être ceux qui sont en informatique, en comptabilité ou dans le domaine administratif, peut-être ça peut être aussi un bon point pour pouvoir de limiter un peu les effets de la pénurie. Doudou a lu mes notes. Ben, effectivement, la nouvelle forme du travail, à la fois un danger et une opportunité. Il y a une opportunité. On a vu l'immigration interrégionale depuis le début de la pandémie dans les 2 dernières années, que Montréal s'est vidé de 35 000 personnes, même Québec et Gatineau s'est vidé au profit des pôles régionaux.
Donc ça, c'est une tendance qui est prometteuse pour, je dirais, l'ensemble de la population travaillante. Donc, peut-être que l'emploi est resté à Montréal, à Gatineau ou à Québec, mais la personne a décidé que les cônes oranges, il y en avait assez, que la vie était beaucoup plus belle en région. Donc, c'est probablement un phénomène qui pourrait être contagieux pour la population immigrante. Maintenant, quand je dis danger, je reprends le point de Doudou, parce que je l'avais dans mes notes. Mais je peux en témoigner. De plus en plus d'employeurs recrutent à l'étranger actuellement, d'employeurs québécois, recrutent à l'étranger en disant « Nos programmes d'immigration sont tellement compliqués que tu vas rester dans ton pays, je vais te mettre sur mon payroll, et puis, garde, tout le monde va être heureux, on n'aura pas à passer à travers la paperasse. » Il est là, le danger. Alors, non seulement on n'a pas cette expertise ici, on n'a pas ces gens-là qui viennent enrichir nos régions. Alors, c'est quelque chose à surveiller, c'est extrêmement dangereux. Ouais, ça me fait penser, je lisais ça à Delphino ce matin en s'en venant. Moi, j'ai reçu une invitation à embaucher un immigrant virtuel cette semaine. Donc, une personne qui travaillerait de l'étranger, mais qui potentiellement, après 5 ans, pourrait être invitée à venir au Québec. Et donc, ouais, ça existe déjà et c'est tout à fait là. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, M. Saint-Pierre? Ben, je partage ce que mes collègues ont dit. Là, j'ajouterais aussi que ça peut même avoir l'effet inverse sur la régionalisation. C'est-à-dire qu'une personne pourrait décider de travailler de s'établir à Montréal, de rester à Montréal, puis de travailler pour une entreprise de Rimouski. Donc, oui, ça va répondre aux besoins de l'entreprise de Rimouski, mais l'individu va être à Montréal. Donc, ça va dans les deux sens. Donc, oui, ça peut être avantageux, comme ça peut être désavantageux. Puis en même temps, il faut aussi considérer que le télétravail, ça ne plaît pas à tous les emplois non plus. Là. Dans le secteur manufacturier, dans bien d'autres secteurs, dans le secteur des services, par exemple, c'est pas possible le télétravail. Donc, il y a des limites. Donc, il faut voir les avantages, mais il faut voir les inconvénients aussi. Là. Mais cela dit, c'est là pour durer. C'est pas quelque chose qui va se terminer, donc il va falloir vivre avec. Donc, on va avoir des entreprises de Rimouski qui, oui, vont avoir des employés qui habitent à Montréal, puis on va avoir l'inverse. On va avoir des gens qui vont décider de s'établir à Rimouski, mais travailler pour une entreprise de Montréal. Absolument. Bien, écoutez, on a fait le tour de ces simples questions, tout le monde ensemble. Donc, avant de terminer, je voudrais remercier notre public en délire qui a été vraiment très à l'écoute. Et nos 4 panélistes, je pense qu'ils ont amené des points importants pour penser à ces questions-là qui sont vraiment complexes et qui demandent, comme tout le monde l'a dit, une intervention de l'ensemble des milieux, pas seulement les employeurs, pas seulement les milieux communautaires, pas seulement les milieux politiques, mais des milieux qui se concertent pour favoriser justement cette régionalisation.